Bonjour à tous. On va juste laisser un petit 2 minutes pour laisser le temps aux gens d'arriver. On commence sous peu. Merci. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Dominique Tremblay. Je suis directrice des affaires publiques et gouvernementales à l'Association Restauration Québec. Bienvenue à notre série de webinaires présentant en collaboration avec la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous offrir celui intitulé « Réaliser l'évaluation du maintien dans votre entreprise », qui sera animé par M. François Robitaille, coordonnateur de la déclaration de l'employeur en matière d'équité salariale, la DEMES, que vous connaissez, et formateur principal à la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Le dossier de l'équité salariale n'est pas nécessairement le plus facile à gérer pour les employeurs et des milliers d'entre eux doivent procéder à leur exercice de maintien soit en 2025 cette année ou en 2026. C'est pourquoi nous trouvions qu'il était très pertinent de vous aider dans ce processus avec l'aide de la CNESST. Je tiens à mentionner que le webinaire sera enregistré. Vous recevrez le lien après avec le PDF de la présentation ainsi qu'un sondage de satisfaction. Merci de répondre à ce sondage-là. Ça nous permet de nous améliorer là, pour nos webinaires futurs, puis souvent faire des propositions de webinaires qui vous intéresseraient aussi. Pour ce webinaire-ci, il vous sera possible de poser des questions en utilisant la petite bulle en haut, questions et réponses. C'est marqué Q et R avec une bulle avec un point d'interrogation à l'intérieur. C'est celle-ci que vous pouvez utiliser. Elle est en haut de votre écran pour poser des questions. Et il y a une modératrice qui est présente. Elle pourra répondre à vos questions dans la mesure du possible. Il y aura aussi une période de questions à la fin du webinaire si vous avez d'autres questions à poser. Donc voilà, je passe la parole à M. Robitaille. Bon webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Mme Tremblay pour la présentation. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous présenter l'évaluation du maintien de l'équité salariale, donc qui est une des obligations qui est prévue à la loi sur l'équité salariale et qui a été modifiée par une modification législative en 2019. Ça fait déjà quelques années, mais donc ce n'est pas nécessairement tout le monde qui est tout à fait à l'aise avec les modifications législatives encore aujourd'hui. Et donc, comme le disait Mme Tremblay, c'est une échéance importante là, pour bien des employeurs en 2025 et au début de l'année 2026. Donc, on va faire un tour de roue sur les différents éléments. Donc, pour celles et ceux qui ont déjà fait de l'équité salariale, qui ont déjà touché à ce sujet-là. Donc, vous le savez, il y a beaucoup de notions avec lesquelles on est peut-être moins familier à ce moment-là. Donc, on va faire donc un grand tour de roue aujourd'hui, mais donc, c'est sûr que par la suite, quand viendra le temps de réaliser les travaux comme tels, vous allez probablement avoir d'autres questions qui vont survenir. N'hésitez jamais
à nous contacter à la CNESST au service de renseignement, consulter notre site web, consulter nos différents outils publication. Donc, ça va vous aider énormément. Et ma collègue Claudie, là, tout au long de la présentation, va partager certains de ces liens importants. Et s'il y a des questions là, un peu plus complexes qui demandent un peu plus de temps, mais là, on prendra le temps à la fin d'y répondre. Donc, je remercie Claudie à l'avance pour sa collaboration aujourd'hui. Et donc, commençons sans plus attendre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Quels sont les objectifs? Bien, ça va être de comprendre dans un premier temps comment réaliser une évaluation du maintien de l'équité salariale conformément à la loi et connaître les différents outils qui sont proposés par la CNESST pour y arriver. Donc, sans plus attendre, on va débuter. Encore aujourd'hui, même si la loi sur l'équité salariale existe depuis près de 30 ans au Québec, elle est encore relativement méconnue par une certaine partie de la population, que ce soit au niveau des obligations comme telles, mais même du concept de l'équité salariale qui n'est pas tout à fait maîtrisé encore par l'ensemble de la population. Donc, petit rappel en commençant, qu'est-ce que l'égalité salariale, qu'est-ce que l'équité salariale dont on parle aujourd'hui. L'égalité salariale, on réfère vraiment à deux personnes qui font exactement le même travail à ancienneté, expérience et rendement égal qui devraient avoir le même salaire. Donc, l'égalité salariale, deux personnes qui font exactement le même travail à ancienneté, expérience et rendement égal. Donc, ça, c'est encadré par la Charte des droits et libertés de la personne. Donc, c'est une discrimination en vertu de la Charte des droits et libertés s'il y a une situation d'inégalité salariale. Donc, encore une fois, deux personnes qui font exactement le même travail. Dans mon exemple, un policier, une policière, à ancienneté, expérience et rendement égal, devraient avoir le même salaire. Donc, s'il y a cette situation-là, c'est vraiment du côté de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qu'il faut regarder. Donc, ça n'a rien à voir avec la CNESST. Quand on parle d'équité salariale, on va un petit peu plus loin que le concept d'égalité salariale. C'est, oui, un salaire égal toujours, mais pour des emplois différents, mais de même valeur dans une entreprise. Et quand on fait de l'équité salariale, d'une part, on se rappelle, on évalue des emplois, des postes, des catégories d'emplois dans le jargon de la loi, mais des postes féminins qu'on va comparer à des postes masculins. Donc, on ne regarde pas les personnes, mais bien le poste comme tel, l'emploi comme tel. Est-ce que c'est un emploi qu'on identifie davantage aux femmes, par exemple, un emploi de serveuse dans le secteur de la restauration ou un emploi de cuisinier masculin dans le secteur de la restauration, par exemple. Donc, on va comparer ces emplois-là, même si ce sont totalement différents. Et à la suite d'un processus d'évaluation des emplois, donc on va en reparler de ça également, si notre emploi féminin est de même valeur que notre emploi si notre emploi féminin est de même valeur qu'un emploi masculin dans l'entreprise, il devrait avoir le même salaire. Donc, un petit peu plus complexe, il y a tout un processus d'évaluation des emplois. Il faut, parce que nos emplois sont différents, les mettre sur une base comparable. Avec l'évaluation des emplois, on va y parvenir, donc en fonction des qualifications, des responsabilités, des efforts requis, physiques, intellectuels, et des conditions dans lesquelles le travail est effectué. Oui, le fait de travailler au chaud, au froid, avec des outils dangereux, le fait de travailler avec de la clientèle difficile, etc. Donc, on va considérer ces différents éléments-là dans l'évaluation des emplois et on va obtenir un pointage pour chacun d'eux et c'est ce qui va nous permettre au final de les comparer. Donc, deux emplois différents, des emplois féminins et masculins dans notre entreprise qu'on va comparer entre eux et s'ils sont de même valeur, devraient avoir le même salaire. Donc déjà, si vous avez compris ça, on a un bon bout de chemin de fait. Qu'est-ce que l'objectif de la loi sur l'équité salariale? En fait, avec la loi, on veut corriger les écarts salariaux qui sont dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe à l'égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d'emplois à prédominance féminine. Donc, toute personne qui occupe un emploi féminin peut bénéficier de l'équité salariale. Encore une fois, je le répète, et ça va être important, on regarde des postes, des emplois et non des personnes. Donc, toute personne qui occupe un emploi féminin peut bénéficier de l'équité salariale. C'est aussi à garder en tête.
si on rentre, faisons un petit récapitulatif, excusez-moi, des obligations en équité salariale. Donc, encore une fois, si vous êtes familier avec la loi sur l'équité salariale, donc vous connaissez déjà ces obligations-là. Je fais un petit récapitulatif rapide. Donc, premièrement, il faut savoir que la loi sur l'équité salariale s'applique à une entreprise dès qu'elle atteint une moyenne de 10 personnes salariées et plus dans une année dans l'entreprise. Donc, c'est une moyenne qu'on fait sur toute l'année. Et si on atteint la moyenne de 10 personnes salariées ou plus, la loi sur l'équité salariale va s'appliquer à notre entreprise. Et peu importe les fluctuations, à la hausse ou à la baisse du nombre d'employés par la suite, on va y demeurer assujetti aux mêmes conditions tout au long de la vie de l'entreprise. Donc, assujetti un jour, assujetti toujours. Dès qu'on atteint cette moyenne de 10 personnes salariées ou plus, on devient visé par la loi sur l'équité salariale pour la vie de l'entreprise. Dans les 4 ans qui suivent cette année où la moyenne de 10 a été atteinte, il y a un premier travail d'équité salariale qui est à réaliser, donc ce qui s'appelle l'exercice initial d'équité salariale. Je vais en reparler brièvement tout à l'heure, mais l'exercice d'équité salariale, on le fait avec une photo de l'entreprise à une date fixe, un portrait de l'entreprise, des données qu'on va utiliser pour atteindre une première fois l'équité salariale dans l'entreprise. Peut-être qu'on était déjà dans une situation équitable, mais donc c'est au moyen de l'exercice initial qu'on va du moins s'en assurer. Si on ne l'était pas, on va atteindre l'équité salariale à ce moment-là. Par la suite, une fois l'exercice initial réalisé, on va procéder à une mise à jour de l'équité salariale à tous les 5 ans, à date fixe. C'est ce qu'on appelle l'évaluation du maintien de l'équité salariale. Donc, souvent, on va entendre exercice de maintien. Donc, comme Mme Tremblay l'a dit tout à l'heure, c'est bien correct. Donc, tant qu'on parle de la mise à jour du maintien, ne pas confondre avec l'exercice initial parce que la façon de faire ces deux travaux-là diffère. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Donc, cette mise à jour de l'équité salariale est à faire à tous les 5 ans. Donc, elle revient de façon périodique. Et finalement, dernière obligation prévue à la loi, la déclaration de l'employeur en matière d'équité salariale. Donc, c'est la reddition de compte des employeurs en équité salariale qu'il faut faire à la CNESST. Donc, cette déclaration-là, petit questionnaire où, grosso modo, on va répondre aux 3 premières obligations. Est-ce que la loi s'applique à nous? Est-ce qu'on a réalisé un exercice d'équité salariale? Et par la suite, est-ce qu'on a fait 1, 2, 3, 4 évaluations du maintien et le moment où chacun de ces travaux-là ont été réalisés? Donc, oui, reddition de compte des employeurs, donc obligation légale pour l'employeur, mais c'est aussi un outil pour l'employeur pour lui permettre de rester à jour, d'être autonome le plus possible dans la réalisation de ses travaux. Donc, au moyen de la déclaration, de son historique des déclarations, bien, il peut suivre l'historique des obligations et être en mesure de planifier la prochaine obligation. Je vais en reparler un petit peu à la fin de la déclaration. Un dernier récapitulatif sur l'exercice initial avant de vraiment tomber dans l'évaluation du maintien, toujours à titre de rappel pour se mettre en contexte pour l'évaluation du maintien. Donc, on va revoir en fait très brièvement là, les grandes étapes d'un exercice initial d'équité salariale. Donc, la première chose qui était à faire, je l'ai mentionné tout à l'heure, on devait prendre une photo de l'entreprise à une date fixe. Donc, mettons, notre délai, nous, pour faire l'exercice initial d'équité salariale, c'était le 31 décembre 2020. Donc, en date du 31 décembre 2020, quels étaient mes emplois, quels étaient mes travailleurs, mes salaires, quelles étaient mes descriptions de tâches, et on prenait une photo de l'entreprise à cette date-là. Donc, c'était sur la base de ces informations-là, qu'on crée, si on veut, notre base de données équité salariale. Donc, les différentes catégories d'emplois et on établissait la prédominance sexuelle de celle-ci. Par la suite, on venait les évaluer. Donc, c'est l'étape la plus longue, là, si on veut, des travaux. Donc, d'évaluer les emplois selon, encore une fois, là, qualification requise, responsabilité assumée, effort requis et conditions dans lesquelles le travail est effectué. Donc là, on va évaluer précisément différentes dimensions du travail. Hein. Les qualifications requises qui peuvent être une combinaison de formation, d'expérience, dextérité et coordination nécessaires, les responsabilités, supervision, communication, etc. Donc, on va évaluer ces différentes dimensions du travail pour obtenir au final un pointage pour nos emplois. Donc,
On voit ici le 375 points dans le petit exemple pour les 2 emplois. Par la suite, on va tenir compte de l'ensemble de la rémunération de nos personnes salariées. Donc, une fois que c'est fait, en tenant compte, oui, du salaire horaire, mais de toutes les, ce qui est avantages sociaux, rémunération flexible, on va en reparler ça aussi. Mais donc, une fois qu'on a tenu compte de l'ensemble des éléments de rémunération, bien là, on est en mesure de comparer nos emplois féminins et masculins sur la base du salaire et de la valeur. Donc, on voit dans l'exemple ici, un emploi féminin à 375 points, un emploi masculin aussi à 375 points et un écart de 2 $ pour 2 emplois de même valeur. Bien, donc, il fallait corriger à ce moment-là l'écart salarial pour l'emploi féminin, donc pour qu'il soit rémunéré équitablement par rapport à sa valeur. Donc, une fois que le travail était fait, on affichait les résultats dans l'entreprise et on venait d'atteindre l'équité salariale. Donc, le maintien, la mise à jour de l'équité salariale, en fait, c'est qu'on va venir tenir compte donc, de tout élément qui a pu affecter l'état d'équité salariale dans la période de 5 ans depuis nos derniers travaux, soit depuis l'exercice initial ou depuis la dernière évaluation du maintien, tout dépendant où on est rendu en tant qu'entreprise. Parce que toutes les entreprises ne sont pas rendues au même endroit. Donc, il y a des entreprises qui doivent faire leur exercice initial encore aujourd'hui, parce qu'ils sont récemment visés par la loi, et il y a des entreprises qui sont rendues à faire une 4e évaluation du maintien, donc un 5e travail d'équité salariale dans leur entreprise. Donc, c'est tout à fait normal en fonction de la réalité là, du moment où l'entreprise a débuté ses activités et au moment où elle est devenue assujettie à la loi également. Première distinction, en fait, entre l'exercice puis l'évaluation du maintien, et c'est vraiment sur la façon de faire le travail qui va être différente. Parce que les concepts, et on va le revoir tout à l'heure, de catégorie d'emploi, de prédominance, d'évaluation des emplois, de rémunération, le processus qui se termine par un affichage, donc tous ces éléments-là vont s'appliquer de la même façon. Ce qui va changer, c'est la mécanique du travail comme tel. Donc, je faisais tout à l'heure le rappel qu'on prenait une photo de l'entreprise à une date précise pour faire l'exercice initial d'équité salariale. Mais pour reprendre l'analogie de la photo, bien, l'évaluation du maintien, ce serait davantage un film qu'une photo. Donc, sur une période de 5 ans, on va regarder tous les éléments qui ont pu faire en sorte d'affecter l'état d'équité salariale et on va regarder pour chacun de ces éléments-là qu'on appelle événement, si ça le fait en sorte de déséquilibrer l'état d'équité salariale. Et si c'est le cas, bien, on va venir corriger un nouvel écart salarial à partir de la date où il est survenu. Donc, on va voir quel genre d'élément, d'événement peut engendrer ce genre d'écart-là. Donc, c'est quoi finalement l'objectif de l'évaluation du maintien? Bien, c'est de s'assurer qu'une fois qu'on a atteint l'équité salariale une première fois ou il y a 5 ans dans l'entreprise, donc que ce soit l'exercice ou l'évaluation du maintien, bien que 5 ans plus tard, cet état d'équité salariale n'a pas été affecté, que les catégories d'emploi à prédominance féminine, CEPF, reçoivent toujours une rémunération au moins équivalente aux catégories d'emploi masculine, CEPM, de même valeur. Donc, les postes féminins, les postes masculins, parce qu'une entreprise, ce n'est pas statique, parce que ça évolue dans le temps, il peut survenir un paquet d'éléments en 5 ans qui viennent faire en sorte de déséquilibrer cet état d'équité salariale. Donc, pour faire ce travail-là, la principale différence avec l'exercice initial, c'est qu'on va devoir faire l'inventaire de tous les événements qui sont survenus dans les 5 dernières années. Donc, ça va être notre première étape et probablement une des étapes les plus longues à réaliser dans le cadre du travail. Parce que là, on ne repart pas de zéro. On a déjà fait de l'équité salariale, que ce soit un exercice ou même un exercice et une ou plusieurs évaluations du maintien. Donc, on a déjà une base d'équité salariale qui existe depuis 5 ans. Donc, on va reprendre cette base-là en date d'il y a 5 ans et on va regarder, on repart de là et on remonte dans le temps. On regarde les différents éléments qui ont pu affecter l'état d'équité salariale et on va un à un les évaluer pour voir est-ce que oui ou non ça a affecté l'équité salariale. On va reparler brièvement, en fait, pas brièvement, on va reparler de la mécanique là, un peu plus loin, là, plus en détail, devrais-je dire. Mais donc, grosso modo, c'est la principale différence avec l'exercice initial, c'est que là, on a une trame de 5 ans à regarder, mais on ne part pas de zéro puisqu'on a déjà une base. On avait déjà atteint l'état d'équité salariale, donc
notre base de données, là, elle existe déjà, mais là, on va faire les mises à jour tout au long de la période de 5 ans. Donc, on a divisé les grandes étapes de l'évaluation du maintien, là, en fait, en 7 grandes étapes pour arriver à afficher les résultats, à terminer le travail et déclarer à la CNESST que le travail a été fait. Donc, première étape, déterminer à quelle date, justement, on doit procéder à l'évaluation du maintien et comment on va procéder à cette évaluation du maintien. Donc, la date anniversaire. Encore une fois, chaque employeur est dans une situation unique, mais il a sa propre date anniversaire, mais les employeurs doivent procéder à l'évaluation du maintien à tous les 5 ans à date fixe. Donc, une fois qu'on a établi quelle était notre date anniversaire, on va refaire cette mise à jour à tous les 5 ans à cette même date. Pardon. C'est une date fixe. Donc, très important, on ne fait pas le maintien n'importe quand ou à l'avance. C'est vraiment, on doit le faire à date fixe aux 5 ans. Donc, ce n'est pas un délai, c'est vraiment une date anniversaire. Donc, c'est important de la respecter. Donc, de le faire à date fixe ou, dans le pire des cas, là, le faire un petit peu en retard. Mais donc, on ne le fait pas à l'avance. Par contre, évidemment, c'est un travail qui peut prendre un certain temps. Fait, évidemment, on va le débuter à l'avance pour s'assurer à notre date anniversaire, de pouvoir en afficher les résultats. Donc, très important, on ne le fait pas à l'avance, on le fait à date fixe. Exemple ici de comment déterminer notre date anniversaire. Bon, dans ce cas-ci, c'est un employeur qui avait déjà procédé à une évaluation du maintien dans le passé. Donc, sa dernière évaluation du maintien devait être faite le 31 décembre 2020, en fait, sa première évaluation du maintien. Donc, 5 ans plus tard, 31 décembre 2025, il y aura une seconde évaluation du maintien à réaliser dans l'entreprise. Donc, on devra regarder cette période de 5 ans, regarder tous les éléments qui ont pu survenir. Donc, très important de respecter cette période de 5 ans. Donc, on ne recule pas là, de 2 ou 3 ans. Non, c'est vraiment 5 ans. On regarde tout ce qui s'est passé dans cette période précise-là. Donc, premier élément, donc un maintien, ça veut dire une période de 5 ans. C'est une obligation à date fixe. Donc, on garde ces 2 éléments-là déjà en tête. Si vous ne savez pas quelle est votre date anniversaire, plusieurs outils pour vous aider. Bien, on a sur le site web de la CNSST un calculateur d'échéance en équité salariale. Donc, vous entrez vos informations d'entreprise et le calculateur va vous donner les différentes dates où sont prévues vos obligations en équité salariale. Aussi, on prend l'habitude de communiquer avec les employeurs par lettre ou courriel à l'approche des prochains travaux d'équité salariale. Donc, à l'approche du maintien, là, on écrit environ 6 mois avant l'échéance pour rappeler à l'employeur qui doit procéder prochainement à une évaluation du maintien. Donc, la date anniversaire est indiquée dans le courriel ou la lettre de rappel et ces dates-là sont déterminées à partir de ce que vous avez déclaré dans la déclaration de l'employeur en matière d'équité salariale. Donc, si jamais il y avait eu des erreurs dans la déclaration, mais la date qu'on va vous donner ne sera pas nécessairement bonne. Donc, si la déclaration, là, donc vous êtes sûr que ça a bien été fait dans le temps, bien, donc vous pouvez vous fier à l'information qu'il y a dans la lettre ou le courriel. Dans tous les cas, vous pouvez également nous contacter au centre de relations clients. Donc, vous voyez le numéro ici. C'est l'option 4 pour l'équité salariale. Donc, que ce soit pour une question comme de déterminer la date anniversaire ou qu'est-ce que la prédominance, quels sont les événements, etc. Donc, appelez-nous là, pour répondre à toutes vos questions. Donc, en cours de route, là, il y a des employeurs qui nous appellent à chacune des étapes des travaux et c'est bien correct comme ça. Donc, on est là pour ça. On le sait que ce n'est pas toujours simple. Finalement, dernier outil, donc il y a des tableaux qu'on a conçus là, avec les différents cas de figure pour un employeur, donc en fonction du moment où vous avez débuté vos activités et le moment où vous avez atteint la moyenne de 10 personnes salariées ou plus, bien, vous avez aussi ces tableaux-là là, qui peuvent vous guider pour déterminer vos dates anniversaires. Donc, vous n'êtes pas là en reste pour ce qui est de vous assurer de savoir à quel moment réaliser l'obligation. Donc, vous avez l'ensemble des outils ici. Une fois que vous avez déterminé à quel moment on procède à l'évaluation du maintien, bien, comment on va procéder à celle-ci. Donc, l'employeur a l'obligation de procéder à l'évaluation du maintien de l'équité salariale à la date anniversaire à tous les 5 ans.
Maintenant, comment il va la faire? Ben, en maintien, il n'y a plus d'obligation en fonction de la taille de l'entreprise. Peut-être que certaines d'entre vous se souviennent que lors de l'exercice, on devait déterminer si l'entreprise comptait de 10 à 49 personnes salariées, 50 à 99 personnes salariées ou 100 personnes salariées et plus. Bien, en maintien, il n'y a plus cette obligation-là en fonction de la taille. Chaque employeur choisit pour chacune des évaluations du maintien comment celle-ci va être réalisée. Donc, il n'est pas lié par le choix de l'obligation précédente. Donc, chaque maintien est autonome. Donc, le fait qu'on ait fait le maintien avec un comité d'équité salariale il y a 5 ans, on n'est pas obligé de faire un comité aujourd'hui. On peut le faire seul ou vice-versa. Donc, j'arrive là sur les 3 façons comment on peut procéder à l'évaluation du maintien. Donc, premièrement, j'en ai parlé, le comité d'équité salariale. Donc, ça, c'est quelque chose qui existe dans la loi, qui est encadré, des représentants de l'employeur, des représentants des personnes salariées qui s'assoient ensemble pour réaliser l'ensemble des travaux. Donc, les articles de la loi 16 à 30.1, il y a une section également sur le comité, sur le site web de la commission. Donc, ils vont vous dire qu'est-ce qu'un comité d'équité salariale, qu'est-ce qui encadre son fonctionnement. Donc, c'est les mêmes règles pour le comité en maintien que lors de l'exercice initial. Et ça fait en sorte que si on met en place un comité d'équité salariale pour procéder au maintien, bien, qu'il n'y a pas de plainte portant sur la conformité de ces travaux qui peuvent être admissibles. Donc, plus on fait participer officiellement les personnes salariées, les syndicats aux travaux, moins il y a de possibilités de plainte sur la conformité de ces travaux-là. Donc, il y a une volonté participative dans la loi et plus on implique les employés, bien, moins il y aura de plaintes possibles à la clé. C'est le même principe pour la deuxième modalité de participation. Donc, s'il y a un syndicat dans l'entreprise, on peut procéder au maintien conjointement avec l'association accréditée et c'est la même chose, pas de plainte possible sur la non-conformité des travaux. Si on n'utilise pas le comité ou le maintien conjoint avec une association accréditée, par défaut, ça va toujours s'appeler l'employeur seul. Dans le cas où l'employeur décide d'évaluer le maintien seul, là, évidemment, il y a ouverture aux plaintes portant sur la conformité et dans certains cas, il y a un processus de participation qui va être obligatoire si on rencontre une de ces 2 conditions. Soit que l'exercice initial avait été réalisé en comité, donc généralement, en fait, une entreprise de 100 salariés ou plus avait l'obligation de mettre en place un comité lors de l'exercice initial. C'était facultatif pour les plus petites. Donc, s'il y a un comité d'équité salariale qui aurait dû être mis en place ou qui a été mis en place lors de l'exercice, si l'employeur décide de faire son maintien seul, doit mettre en place le processus de participation. Et, deuxième cas, il y a un syndicat dans l'entreprise. On a décidé de faire quand même le maintien seul, eh bien, il devrait y avoir un processus de participation obligatoire. Donc, je présume que ces scénarios-là s'appliquent moins là, dans votre secteur d'activité. Fait que j'en parle très brièvement du processus de participation, juste pour vous dire que c'est un mécanisme qu'on doit mettre en place durant la réalisation des travaux. Donc, on doit transmettre aux salariés, aux syndicats, des informations sur les travaux en cours, mettre en place des mesures de consultation, des rencontres, de l'échange de documents, tout ça, pour que les salariés, les syndicats puissent participer. Et donc, ce processus-là doit être terminé 60 jours avant l'affichage des résultats de l'évaluation du maintien. Je vous laisse avec les principaux outils. Donc, on a élaboré une capsule vidéo qui explique grosso modo c'est quoi le processus de participation, mais surtout le document élément clé relatif au processus de participation. Là, étape par étape, là, on va vous aider à le mettre en place et à bien le faire, ce processus, parce qu'il y a quand même de la latitude au niveau de ce processus. Mais donc, encore une fois, j'en parle pas davantage puisque j'ai l'impression que ça vous concerne un peu moins dans votre secteur, mais si jamais les outils sont là. Maintenant, la recension des événements, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est la principale modification par rapport à l'exercice initial d'équité salariale. Donc, on doit débuter par recenser les différents événements qui sont survenus dans l'entreprise qui ont pu affecter l'équité salariale, que ce soit la création ou la disparition d'un emploi dans l'entreprise, par exemple, des modifications aux descriptions de tâches ou aux exigences pour occuper un emploi, que ce soit les fameuses augmentations salariales, que ce soit des augmentations annuelles
ou des augmentations ciblées à certains emplois. Donc, tout ça va constituer des événements qu'on devra prendre en compte aux fins de l'équité salariale et déterminer si ceux-ci ont engendré, oui ou non, des écarts salariaux pour des emplois féminins. Donc, cette liste-là, évidemment, n'est pas exhaustive. Vous avez une page là, sur notre site là, qui est événements qui peuvent affecter l'équité salariale, où là, on a une liste plus complète. Donc, pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'il faut, oui ou non, regarder dans le cadre de l'évaluation du maintien. Je vais faire quelques exemples là, un peu plus loin durant la présentation également. Donc, la première chose à faire, c'est que dans notre période de 5 ans, on doit identifier quels sont les différents événements qui sont survenus dans l'entreprise qui auraient pu affecter l'équité salariale. Et là, on ne sait pas d'emblée si ces événements-là ont causé, oui ou non, des écarts. Donc, on va juste les lister dans un premier temps. Donc, il se peut que cet événement-là ou cet événement-là ait généré un écart, un nouvel écart. On ne le sait pas, on va juste le noter. Ce qui est important, c'est de le faire en ordre alphabétique, en ordre chronologique, pardon. Donc, en partant du plus ancien événement à l'événement le plus récent, donc toujours dans notre période de 5 ans. Bonne pratique en la matière, ne pas attendre à la date anniversaire pour débuter le travail. Donc, ça, la recension des événements, donc ce n'est qu'un inventaire qu'on fait. Ça peut être fait tout au long de la période de 5 ans. Donc, un petit document, que ce soit un cahier ou un fichier Word, là, peu importe, Excel. Donc, on écrit tout simplement, bon, telle date est arrivé, tel événement qui peut avoir affecté ou non l'équité salariale. On le note avec la date. Et comme ça, ça va nous éviter de devoir faire des recherches là, à l'approche de notre date anniversaire, retourner 4-5 ans en arrière pour regarder qu'est-ce qui s'est passé dans l'entreprise. Donc ça, on vous recommande de le faire le plus possible en continu. Vous allez vous sauver du travail et des recherches. Vous pouvez aussi consulter différents documents administratifs, n'est-ce pas, dans l'entreprise, que ce soit des bulletins de paye, les contrats d'embauche, peu importe, là, les descriptions de tâches, l'évolution des descriptions de tâches, si des choses comme ça existent dans votre entreprise, à savoir à quel moment ces éléments-là ont été modifiés dans les 5 dernières années. Et évidemment, que ce soit de façon officielle au moyen d'un comité ou d'un maintien conjoint avec un syndicat ou de façon officieuse avec les personnes salariées ou du moins des personnes salariées qui sont là depuis longtemps, on peut justement là, s'adjoindre l'aide de ces personnes-là pour faire la recension des événements. Donc, vous n'êtes pas seul employeur avec ce travail-là. Vous avez quelques personnes de confiance ou qui sont là depuis plus longtemps dans l'entreprise. Donc, ces personnes-là peuvent vous aider à faire cette recension d'événements. L'impact du salaire minimum. Donc, vous avez probablement, potentiellement, des employés payés au salaire minimum. Donc, les hausses du salaire minimum au 1er mai de chaque année font en sorte que vous avez déjà 5 événements à considérer pour votre évaluation du maintien si vous êtes dans cette situation-ci. Ce qui est important également, c'est d'avoir terminé donc, cette recension des événements avant de les entrer dans l'outil Mon équité salariale. Qu'est-ce que Mon équité salariale? Si vous avez déjà fait des travaux par le passé avec l'outil de la CNSST, il s'appelait auparavant le Progiciel. Donc, c'est un logiciel que vous téléchargiez sur votre ordinateur et vous faisiez vos travaux dedans. Là, depuis le printemps 2025, on a un nouvel outil, donc, qui est un outil en ligne qui s'appelle Mon équité salariale, qui remplace le Progiciel. Donc, c'est la nouvelle solution pour faire les travaux d'équité salariale. Donc, vous voyez déjà, là, si vous étiez familier avec le Progiciel, là, que le visuel là, est beaucoup plus agréable en partant. Donc, c'est un outil en ligne. Si vous avez réalisé des travaux par le passé dans le Progiciel, vous pouvez transférer les données dans Mon équité salariale. Bref, je ne vous en parle pas davantage parce que vous aurez Scoop accès à un webinaire aussi sur l'utilisation de Mon équité salariale pour l'évaluation du maintien. Donc, c'est dans 2 semaines. Là, je pense que Mme Tremblay va faire un petit rappel là, à la fin, donc le 29 septembre, si ma mémoire est bonne, qui est donné par une de mes collègues. Là. Donc, ça va porter là, exclusivement sur l'utilisation de Mon équité salariale dans le cadre de l'évaluation du maintien. Donc, une formation là, complémentaire à celle que vous suivez aujourd'hui. Donc, une fois qu'on a l'inventaire de nos événements fait en ordre chronologique, on va devoir évaluer l'impact de chacun d'eux
en partant du plus ancien. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder des exemples d'événements qui peuvent affecter les grandes étapes de l'équité salariale, c'est-à-dire les catégories d'emploi, la prédominance, l'évaluation des emplois et la rémunération de façon globale. Donc, petit rappel, en première étape, c'était les catégories d'emploi, donc les différents postes dans l'entreprise qui ont des qualifications semblables, des fonctions ou des responsabilités semblables et qui ont accès à la même rémunération. Donc, sur cette base-là, vous aviez fait des regroupements, vous aviez regroupé des personnes dans une même catégorie d'emploi. Donc, il faut faire attention quand on fait ces regroupements-là, de ne pas faire des regroupements qui sont trop larges, hein, parce que c'est vraiment des gens, généralement, c'est les gens qui occupent le même poste, hein, qui devraient être dans une même catégorie d'emploi. Donc, tout en s'assurant de respecter ces trois critères-là. Exemple, on ne fera pas une catégorie d'emploi service et une catégorie d'emploi cuisine. Non. Par exemple, dans la cuisine, vous allez avoir une catégorie d'emploi de plongeur, d'aide-cuisinier, de sous-chef, de chef. Par exemple, peut-être que ma nomenclature n'est pas à jour, là, mais vous comprenez, là, donc on va vraiment séparer les différents postes en catégorie d'emploi. C'est ça qu'il faut faire généralement parce que les personnes qu'on regroupe ensemble ont des fonctions ou des responsabilités semblables. Donc, on veut évaluer des emplois différents. Donc, c'est important là, de respecter ces critères-là. Donc, l'exemple que j'avais fait, là, on avait déjà 5 catégories d'emplois différentes juste pour la cuisine. Donc, petit rappel en ce sens-là. Donc, qu'est-ce qui peut affecter les catégories d'emploi? Donc, dans les 5 dernières années, on avait déjà donc nos catégories d'emploi il y a 5 ans. Qu'est-ce qui a pu les affecter dans les 5 dernières années? Est-ce que on a ouvert un nouveau service dans l'entreprise? On a créé, par exemple, un service de livraison. Donc là, on aura de nouvelles catégories d'emploi, par exemple. Est-ce qu'il y a des nouveaux postes qui ont été créés? On a ajouté des nouveaux emplois qu'on n'avait pas auparavant dans l'entreprise. Est-ce qu'on a fait une réorganisation, un redécoupage des postes parce que donc on trouvait que ce n'était pas optimal, par exemple, encore une fois, dans le fonctionnement de la cuisine. Donc, on a revu un peu l'organigramme, la séparation des tâches, etc. Et donc, là, on a des nouveaux postes qui ont été redéfinis. Bien là, ça va changer nos catégories d'emploi potentiellement. Et aussi, peut survenir des changements dans les catégories d'emploi elles-mêmes. Donc, dans nos catégories d'emploi, est-ce que les personnes qu'on a qui ont été dans ces catégories-là dans les 5 dernières années ont toujours respecté les critères de regroupement? Donc, si dans une catégorie d'emploi, on a octroyé de nouvelles tâches à une personne, donc elle ne respecte plus fonction, responsabilité semblable, on doit la sortir de la catégorie d'emploi, soit pour la joindre à une autre catégorie d'emploi qui existait déjà, ou pour créer une toute nouvelle catégorie d'emploi. Exemple. Est-ce qu'il y a une nouvelle forme de rémunération qui est disponible pour une personne de la catégorie? Donc, même chose ici, si on offre une nouvelle forme de rémunération à une personne dans une catégorie d'emploi que les autres occupants n'ont pas accès, il va falloir aussi sortir cette personne-là de la catégorie d'emploi. Pardon. Et la catégorie d'emploi, le salaire de la catégorie d'emploi, parce qu'il peut y avoir plusieurs personnes, évidemment, dans une catégorie d'emploi. Donc, le salaire de la catégorie d'emploi, c'est toujours le taux maximum de la catégorie. Donc, tout ce qui est augmentation de salaire, encore une fois, les augmentations annuelles ou ciblées à certains emplois vont constituer des événements. Donc, on va devoir évaluer ces éléments-là. Donc, par exemple, si on a des augmentations annuelles de 3 % pour tout le monde, donc on va augmenter le salaire de notre événement pour en évaluer l'impact. Ça va être de uniquement modifier les salaires. Donc, on augmente de 3 % les salaires des catégories d'emploi et on évalue est-ce que ça a engendré, oui ou non, un écart salarial ou des écarts salariaux. Et on passe à l'événement suivant. Donc, que ce soit oui ou que ce soit non, et on passe à l'événement suivant. Donc, on rebrasse pas, on fait les modifications dans un événement, uniquement ce qui est à modifier. Donc là, dans ce cas-ci, c'était des augmentations de salaire. Donc, on ne touche pas, nos catégories demeurent les mêmes, on ne vient pas réévaluer, on ne touche pas à la prédominance, on fait juste augmenter les taux max et on regarde est-ce que ça a oui ou non engendré des écarts. Donc, on a donc des exemples d'événements qui peuvent affecter les catégories. Maintenant, au niveau de la prédominance sexuelle, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut affecter la prédominance en maintien? Donc, on se rappelle, il y a des critères dans la loi pour déterminer la prédominance sexuelle d'une catégorie d'emploi. Donc,
stéréotypes occupationnels, donc dans mon secteur d'activité, en général dans la société, tel emploi, je l'identifie davantage aux hommes ou aux femmes d'instinct. Si vous n'êtes pas certaine qu'il existe un stéréotype pour un emploi, vous pouvez consulter l'IMT, Information sur le marché du travail, là, qui est un outil d'Emploi Québec, où on tient des statistiques, oui, sur le salaire, mais aussi sur l'occupation homme-femme d'un emploi au Québec. Donc, j'ai regardé, là, par exemple, hier, l'emploi de serveur-serveuse est occupé à 75 73 par des femmes, là, encore aujourd'hui, au Québec. Mais ça ne veut pas dire que l'on prend serveuse au sens large. Ça ne veut pas dire que précisément là, dans votre secteur, dans la restauration, restauration rapide ou restauration plus gastronomique, là, il y a peut-être des découpages différents à faire. Donc, vous êtes les experts du secteur. Quand vous embauchez dans ces postes-là, est-ce que vous recevez plus de CV d'hommes ou femmes? Bref, donc il faut vraiment faire une analyse là, quant aux stéréotypes. Comme il peut y avoir pas de stéréotype pour l'emploi en question. Le critère du 60 %, c'est numérique, donc au moment, donc vous regardez là, quand vous avez déterminé la prédominance sexuelle de l'emploi, est-ce qu'au moins 60 % des occupants étaient d'un sexe ou d'un autre? Et également le critère de l'évolution historique, donc depuis que cet emploi-là existe dans l'entreprise, est-ce qu'il est occupé davantage par les hommes ou les femmes? Donc, ça, c'était les critères. Maintenant, au niveau du maintien, qu'est-ce qui peut arriver? Évidemment, si on a une nouvelle catégorie d'emploi, un nouveau poste, bien, on va devoir déterminer si c'est un emploi féminin ou masculin sur la base des critères qu'on vient de voir. Par contre, pour un emploi qui existait déjà dans l'entreprise, la prédominance devrait être stable. Elle ne devrait pas changer dans le temps. Un stéréotype, ça ne change pas en 5 ans. La tendance historique dans l'entreprise, ça ne change pas en 5 ans. Donc, la prédominance, on ne revoit pas la prédominance sexuelle des catégories d'emploi qui existaient déjà uniquement sur la base de ah ben là, le 60 %, ben là, avant, on avait 4 femmes, 2 hommes. Là, aujourd'hui, c'est 4 hommes, 2 femmes. Fait qu'on va changer la prédominance. Non, ne faites pas ça. On conserve une stabilité pour les emplois qui étaient déjà existants. En fait, pour procéder, si on veut, à la modification d'une prédominance pour un emploi qui était déjà existant dans l'entreprise, il faudrait que l'emploi, qu'il y ait un événement qui vient transformer l'emploi, que les tâches on modifie les tâches de cet emploi-là et elles viennent à se féminiser, si on veut, là. Donc, plus associé au travail féminin et vice-versa. Un emploi féminin, bien, on va masculiniser, si on veut, les tâches. Donc, exemple, plus de travail de bureau pour l'emploi féminin, un travail plus manuel pour un emploi qui devient masculin. Il faudrait vraiment que l'emploi se transforme profondément pour qu'on vienne changer la prédominance d'une catégorie d'emploi. Donc, ça, c'est des questions qu'on a souvent. J'ai l'air d'insister. Ce n'est pas juste pour vous, c'est une question qu'on a souvent. Donc, on ne change pas la prédominance sexuelle d'une catégorie d'emploi qui existait déjà. S'il y a eu une erreur, si vous constatez vraiment que la dernière fois que ça a été fait, il y a eu une erreur grossière qui a été faite, c'était vraiment pas, donc que ce soit de la mauvaise foi ou pas, donc on a fait une erreur dans la détermination de la prédominance sexuelle, à ce moment-là, et ça vaut pour toutes les autres étapes, là, on fait la modification dès le jour 1 de notre période de maintien. Donc, ce sera notre premier événement, correction des erreurs des travaux précédents, si on veut, et là, on fera une modification. Dernier élément, les personnes non binaires. Donc, c'est des questions, encore une fois, qu'on a souvent. Je vous rappelle qu'on regarde des postes, des emplois et non des personnes. Donc, avec des critères comme le stéréotype, avec des critères comme l'historique d'occupation de l'emploi, généralement, vous allez être en mesure de prendre une décision à savoir est-ce que l'emploi est féminin ou masculin. Encore une fois, l'emploi qui existait déjà il y a 5 ans, que vous aviez déjà dans votre base de données, même si aujourd'hui, cet emploi-là est occupé par une personne non binaire, bien, comme je vous l'ai dit, il y a une stabilité de la prédominance dans le temps. On ne vient pas modifier la prédominance d'un emploi qui existait déjà en raison du fait qu'il y a un changement dans les occupants, qu'il y a du roulement de personnel. Donc, ça vaut également pour les personnes non binaires. Donc,
je comprends là, tout à fait là, le questionnement là, dans la réalité d'aujourd'hui, mais donc ça ne devrait pas être, ça devrait pas avoir d'impact au niveau de l'équité salariale puisqu'on regarde des catégories d'emploi, des postes et non des personnes. Donc, un exemple d'événement qui a pu affecter les catégories d'emploi et la prédominance sexuelle. Donc, premier événement pour notre entreprise, on a créé une nouvelle catégorie d'emploi de livreurs en août 2021. C'est une catégorie qui, à cette date, on détermine que c'est un emploi masculin, qu'on évalue à cette date selon les tâches à 475 points et le salaire maximum à ce moment-là était de 20 et 50. On le compare à un emploi féminin qui existait déjà dans l'entreprise, qui était celui d'hôtesse, qui était évalué à 475 points et qui a un salaire maximum de 20 et 40, donc même valeur, une différence de 10 sous. Donc, rétroactivement, on va corriger cet écart de 10 sous pour l'emploi d'hôtesse en date du 2 août 2021. Passons maintenant à l'évaluation des emplois. Donc, encore une fois, l'évaluation des emplois lors de l'exercice, c'était une étape qui était la plus longue parce que ça demande du temps et de la rigueur pour procéder à l'évaluation de chacun des postes. 5 ans plus tard, en maintien, on va venir faire des modifications uniquement s'il y a eu des changements dans les tâches ou les exigences ou les techniques de travail, etc., etc. Évidemment, on va venir évaluer une nouvelle catégorie d'emploi qui n'existait pas il y a 5 ans ou qu'on a créé dans notre période de 5 ans. Mais sinon, pour avoir travaillé un peu en restauration, ça se peut effectivement qu'il n'y ait pas eu de changement dans la façon de travailler. Il n'y a pas de nouvelles tâches. On fait la même chose qu'il y a 5 ans. Chaque emploi fait exactement la même chose qu'il y a 5 ans. Mais là, à ce moment-là, on n'est pas obligé de revoir l'évaluation des emplois. Donc, dans un cas où c'est très stable chez nous. Par contre, on devra faire des modifications à l'évaluation des emplois. Et là, vous voyez quelques outils qu'on propose pour vous aider avec l'évaluation des emplois. Donc, un document, l'évaluation des emplois pas à pas. On a aussi un webinaire qu'on offre spécifiquement sur l'évaluation des emplois. Et on vous offre aussi un questionnaire de collecte d'informations sur les emplois si jamais vous devez procéder à une nouvelle évaluation de vos emplois dans l'entreprise parce que vous changez de système d'évaluation, par exemple, complètement. J'en reparle dans quelques instants. Donc, qu'est-ce qu'on regarde au niveau de l'évaluation des emplois? Modification aux tâches. Donc, on a des nouveaux équipements à maîtriser, on a des nouvelles techniques de travail. Est-ce que ça a modifié l'effort physique? Est-ce que ça a modifié la concentration, l'attention sensorielle qu'on doit avoir? Donc, on regarde ces éléments-là. Est-ce qu'il y a des nouvelles exigences à l'embauche? Avant, on n'exigeait pas de diplôme pour tel ou tel emploi. Maintenant, on en exige un ou vice-versa, où l'expérience préalable qu'on exigeait n'est plus la même aujourd'hui. Donc, à quel moment qu'on a changé cette exigence-là, ça va devenir un événement à considérer. Si on a changé les tâches là, complètement, là, donc on a révisé nos descriptions d'emploi et certaines personnes qui faisaient tel travail, bien aujourd'hui, sont toujours sont dans la même catégorie d'emploi, mais la description de tâches a évolué. Il y a des nouvelles tâches à effectuer qu'il n'y avait pas avant. Donc, ça aussi, là, ça peut avoir un impact sur la valeur de l'emploi à la hausse ou à la baisse et donc faire en sorte de déséquilibrer, entre guillemets, notre état d'équité salariale. Évidemment, si on a des nouvelles catégories d'emploi, on va les évaluer selon la même méthode qu'on a évalué les autres catégories d'emploi déjà présentes. Il faut s'assurer que toutes les catégories d'emploi soient évaluées avec les mêmes méthodes. Si on change de méthode d'évaluation des emplois, donc le système de pointage, on devra le faire à compter du jour 1 et ça implique de réévaluer l'ensemble des catégories d'emploi. Événement qui a pu affecter la catégorie au niveau de l'évaluation. Donc, on a une nouvelle responsabilité pour l'emploi d'hôtesse, donc responsable du nouveau système de réservation et de commande depuis août 2022. On réévalue son emploi et ça fait passer son pointage à 481 points. Donc, l'écart salarial qui était de 10 sous passe à 35 sous à cette date. Au niveau de la rémunération globale, donc, on va tenir compte, oui, du salaire maximum de la catégorie d'emploi dont j'ai parlé tout à l'heure, mais de tous les éléments de rémunération flexible et d'avantages sociaux.
Donc, la règle, hein, c'est toujours de tenir compte de ce qui n'est pas également accessible dans l'entreprise. Donc, si les avantages et la rémunération flexible sont également accessibles à toutes les catégories d'emploi, on n'en tient pas compte parce que ça ne créera pas d'écart. Donc, exemple, vous aviez un régime d'assurance collective pour vos employés, vous avez modifié ce régime-là dans le 5 ans, mais il est toujours applicable à l'ensemble des employés, ben ça ne vient pas faire en sorte de créer d'écart. Là, ce qu'on va évaluer, c'est les éléments de rémunération qui ne sont pas accessibles à tout le monde et qui ont pu être modifiés dans la période de 5 ans. Donc, si, évidemment, les pourboires, les fameux pourboires, donc on va en tenir compte. Et merci, Claudie, de partager la documentation sur comment on calcule les pourboires pour les catégories d'emploi de services. Là. Donc, qu'est-ce qui est un pourboire qui est représentatif pour une personne normale dans l'emploi? Donc, vous allez avoir ça, comment procéder au calcul dans la documentation que Claudie va vous partager. Donc, si cette façon de les montants des pourboires et la façon de les distribuer n'a pas changé dans le 5 ans, ben là, on ne va pas en tenir compte. Par contre, si on a mis à jour une convention de partage des pourboires, si ça existe, donc on devra tenir compte de cette modification-là. Nouvelle politique de vacances qu'on a mis en place, on devra en tenir compte. Évidemment, nouvelle politique de vacances qui est accessible à certains emplois, mais pas à d'autres. Donc, par exemple, nouvelle politique de vacances pour les serveuses, pour le personnel de service, devrais-je dire, et qui n'ont pas accès, les gens, au niveau de la cuisine, bien ça peut faire en sorte de causer des écarts. Donc, si ce n'est pas également accessible. Donc, tout ce qui n'est pas également accessible à tout le monde dans l'entreprise et les modifications qui ont été faites, ajouts, modifications qu'on a fait à ces différents régimes-là devront être prises en compte. Autre exemple, on a ajouté un boni de performance pour la catégorie d'emploi de livreur en octobre 2023, un boni de performance de 460 $ par année s'ils atteignent de certains objectifs. Ça équivaut à 15 sous de l'heure et l'écart salarial pour la catégorie d'emploi d'hôtesse est passé de 35 à 50 sous à cette date. À chacun des événements, donc vous allez faire les modifications, donc que ce soit au niveau des catégories, au niveau de la prédominance dans de rares cas, au niveau de l'évaluation des emplois, au niveau de la rémunération et à la fin de chacun des événements, bien, vous allez venir comparer est-ce que, entre les emplois féminins et masculins, est-ce que l'événement en question a créé un nouvel écart. Donc, c'est ce qu'on fait là, dans l'outil Mon équité salariale. Vous pourriez très bien faire ça dans un outil comme Excel, par exemple, également, ou dans un autre outil là, que vous auriez créé, par exemple. Bref, donc, en date de l'événement, on fait les modifications. On voit, bon, maintenant, est-ce que entre mes deux emplois de façon individuelle, entre un emploi féminin de serveuse, un emploi masculin de cuisinier, donc qui ont le même pointage, un écart de 1 $, bien, on va corriger à ce moment-là le dollar d'écart pour l'emploi de serveuse. Parce qu'ils ont la même valeur. Dans ce cas-ci, deuxième cas, gérante, chef cuisinier, 550 points, 575 points, donc on n'a pas la même valeur. À ce moment-là, on procède à une comparaison là, en proportion, une règle de 3 ici pour déterminer que le salaire équitable pour l'emploi de gérante devrait être de 30 et 60. Évidemment, ce sont des exemples, ce n'est pas basé sur du réel, c'est juste pour que vous compreniez la mécanique de calcul. On pourrait aussi faire cette comparaison-là sous forme globale, c'est-à-dire que dans un graphique, sur l'axe vertical, la rémunération en dollars de l'heure, sur l'axe horizontal, la valeur en points des catégories d'emploi. Donc, on vient placer dans notre graphique les points correspondant aux emplois masculins. On trace la courbe qui représente la tendance de rémunération moyenne des emplois masculins dans l'entreprise et on vient placer les emplois féminins. Et donc, si l'événement en question a fait en sorte d'engendrer ici un écart salarial pour 3 catégories d'emplois féminines, donc le pointillé donc, serait l'écart à corriger pour cet événement-là, en vertu de la méthode globale. Donc, on va faire ça individuellement pour chacun des événements et au final, on va se retrouver avec l'évolution d'un écart salarial, s'il y en a, tout au long de la période de 5 ans, dans ce cas-ci pour l'emploi d'hôtesse, donc qui était de 10 sous pendant un certain temps, qui est passé à 35 sous, puis à 50 sous, qui est redescendu à 25 sous et qui est demeuré comme tel donc jusqu'à la date anniversaire.
En maintien, deux façons de calculer les ajustements salariaux. En fait, il y a deux types d'écarts salariaux. Donc, ce qui est dû dans la période de 5 ans, donc tous les écarts qui ont été créés par un événement vont devoir être compensés sous forme de somme forfaitaire. Donc, c'est le montant dont on parlait tantôt entre l'événement 1 et l'événement 2 de 10 sous, de l'événement 2 à l'événement 3, 35 sous, et ainsi de suite. On additionne tout ça pour les heures rémunérées pour l'emploi féminin dans la période de 5 ans, et donc ça va nous constituer une somme forfaitaire. Donc, la somme forfaitaire est considérée comme du salaire au moment de son versement. Elle peut être étalée sur jusqu'à 4 versements pour les personnes qui sont toujours à l'emploi en date où on fait le maintien. Et il y a un premier versement qui est dû dans les 90 jours suivant la date anniversaire, donc lors du nouvel affichage. En cas de retard, intérêt taux légal 5 % sur la somme forfaitaire. S'il reste un écart salarial, donc à la date du nouvel affichage de notre maintien, il y a toujours un écart salarial en vigueur pour un emploi, mais lui, il doit être payé sous forme d'ajustement salarial, donc il ne peut pas être étalé celui-là, et il est dû 90 jours après la date anniversaire, lui aussi 5 % taux légal. Le travail se termine par un affichage des résultats. Mon équité salariale va générer automatiquement les affichages. Si vous utilisez autre chose pour faire votre maintien, on a des modèles d'affichage pré-remplis sur le site web de la commission. Donc, on affiche les résultats pendant 60 jours. Les personnes salariées peuvent poser des questions, émettre des commentaires sur la façon dont on a réalisé les travaux. Bref, tout peut être questionné. Une fois cette période de 60 jours expirée, on va prendre jusqu'à 30 jours, l'employeur, pour répondre aux questions commentaires par un nouvel affichage qui va lui aussi durer 60 jours. Donc, il va faire état des renseignements additionnels qui ont été demandés et des moyens qu'on a mis en place pour y répondre, et si les questions commentaires ont fait en sorte d'engendrer des modifications. Une fois qu'on a procédé à l'affichage, on vient informer la CNSST que notre évaluation du maintien a été réalisée. Donc, dans la déclaration de l'employeur en matière d'équité salariale, formulaire électronique disponible à partir du site web que vous voyez apparaître à l'écran. Et c'est une obligation distincte de celle de réaliser l'équité salariale et d'en évaluer le maintien. Donc, si vous n'avez pas terminé votre maintien, mais que vous devez faire une déclaration dans les prochains jours, venez faire votre déclaration et dites-nous que le maintien n'est pas terminé. Vous viendrez, donc, parce que là, vous allez être en défaut de deux obligations. Si vous n'avez pas fait votre maintien, si vous ne faites pas votre demande, vous avez deux défauts, alors que si vous faites votre déclaration, pour nous informer que vous n'avez pas terminé votre maintien, bien là, vous êtes juste en défaut de votre maintien. Et une fois que vous l'aurez terminé, revenez faire une déclaration pour nous l'indiquer. Donc, accessible la déclaration à l'aide de ClickSecure Express ou ClickSecure Entreprise. Donc, assurez-vous que votre déclaration contient toutes les informations, l'historique en équité salariale de l'entreprise. Vous pouvez vous référer aux anciennes déclarations que vous avez transmises. Donc, elles sont accessibles là, dès que vous vous connectez. À la gauche, il y a un petit menu là, historique des déclarations. Toutes les déclarations que vous avez faites par le passé vont se trouver là. Ça complète la présentation d'aujourd'hui. C'est très rapide, beaucoup de notions. Évidemment, encore une fois, là, je le savais, je vous l'ai dit d'emblée. Appelez-nous à chaque fois que vous avez des questions. On est vraiment là pour ça. N'hésitez pas à consulter nos différents outils, nos différentes formations. Je vous rappelle, là, encore une fois, là, la formation sur mon équité salariale qui vous sera offerte là, à vous dans 2 semaines avec ma collègue Laurie. Donc, je vous y invite et je vous laisse avec nos coordonnées. Donc, on peut passer à la période de questions. Rapidement, là, j'ouvre les questions-réponses. Oh, OK. Oui, très bonne question. Très bonne question de Peggy ici. Lorsque l'ensemble des employés d'une catégorie d'emploi ont été augmentés, par exemple, de 3 % mais qu'un individu n'a pas été augmenté, même s'il a plus d'ancienneté, car on lui paye un logement ou de la compensation pour l'essence, comment comptabilise-t-on l'équité dans cette condition? Donc là, c'est assez technique, mais donc il faut s'assurer quand même que la compensation qui est offerte
donc correspond au montant qu'il aurait eu normalement comme salaire. Donc, même si les plus anciens, donc, et c'est vraiment une excellente question. On a rarement ça. Je vous dirais, je ne veux pas répondre n'importe quoi. Ça, c'est le genre de question, en fait, qui va nécessiter une analyse plus complète. Donc, je vous invite à nous téléphoner. Là. Je le sais que c'est plate, là, mais c'est vraiment, vraiment plus compliqué un peu. Là. Ça va demander une analyse. Là. Donc, appelez-nous, ligne de renseignement, et on va référer. Là, donc, quand on ne peut pas répondre en première ligne, il y a une analyse qui doit être faite. On vous réfère à une personne conseillère comme moi, comme Claudie. Et donc, on va faire une assistance spécialisée. On va prendre le temps de décortiquer la situation avec vous. On va essayer de trouver est-ce qu'il y a eu d'autres cas dans l'histoire de l'équité salariale. Donc, très, très, très bonne question, là, Peggy. Là, mais je vous invite vraiment à nous appeler parce que je ne voudrais pas là, vous induire en erreur. Là. On a rarement cette question-là. C'en est une très bonne. Donc, appelez-nous, là, je vous en prie. Est-ce qu'il y a peut-être des questions dans le clavardage? Donc, merci. Là, je vois que Claudie a partagé un paquet de liens. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Donc, je vais recéder la parole à Mme Tremblay pour la conclusion. Oui, alors je suis de retour. Donc, si c'est ça, si vous avez des questions particulières vraiment sur des cas précis, appelez, les ressources sont là. J'ai toujours eu des bons commentaires sur le service d'information pour l'équité salariale pour vous aider, sont là pour répondre à vos questions. Donc, je vous invite vraiment à communiquer directement avec eux. Donc, merci, M. Robitaille. Ce fut très instructif. Je vous rappelle effectivement que vous recevrez un courriel avec le lien pour l'enregistrement du webinaire, le PDF de la présentation et un lien pour le sondage d'appréciation. On vous remercie d'avance d'y répondre. Ça va nous permettre de nous améliorer pour nos futurs webinaires. Donc, deuxième webinaire, celui-ci aura lieu effectivement le 29 septembre à 14 h. Vous recevrez l'invitation par courriel, les membres de l'ARQ, là, sous peu. Donc, vérifiez vos courriels. L'inscription va débuter bientôt. Vous aurez toute l'information dans le courriel. Donc, comme je vous disais, pour ceux qui ont des questions sur l'évaluation du maintien, j'ai bien écouté. Donc, appelez le service de la CNSST pour l'équité salariale. Ils sont vraiment là pour vous. Donc, un gros merci à la Fédération des producteurs d'œufs du Québec, qui sont présentateurs officiels des webinaires de l'ARQ. C'est très apprécié. Et merci à tous d'avoir été présents. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci.